Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur le droit des personnes inter. Nous allons parler de la thématique de la législation principalement belge et avec les droits des personnes intersexuées. Et pour ce faire, nous recevons Charlie Derave. Bonjour Charlie. Alors, vous avez obtenu votre maîtrise de droit à l'Université libre de Bruxelles avec la plus grande distinction en septembre 2018. Après 2 années passées au bureau de Bruxelles, vous êtes aujourd'hui chercheur au Centre Perelman de philosophie du droit de l'Université libre de Bruxelles et vous participez activement aux travaux de l'Equality Law Clinic, dont l'un des axes de recherche est la protection des droits humains des personnes intersexuées. Alors aujourd'hui, vous nous présentez dans les grandes lignes votre mémoire de fin d'études pour lequel vous avez reçu le prix François Delors en 2018, qui est un prix attribué par Arc-en-Ciel Wallonie à un travail de fin d'études contribuant de manière originale à l'enrichissement des connaissances sur les questions et les cultures LGBTI. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à Telquel pour l'invitation. Je suis vraiment ravi et très content de pouvoir venir vous, en tout cas, de présenter ce travail de fin d'études qui, comme tu l'as dit, Philippe, a été rédigé il y a maintenant de cela 2 ans et demi. Alors, c'est forcément une thématique, la thématique des personnes intersexuées, qui a évolué depuis 2018, donc depuis septembre 2018, lorsque j'ai remis ce travail de fin d'études. Et donc, forcément, j'ai tenu compte de l'actualité dans la présentation que je vais vous faire dans les minutes qui vont venir. Il faut savoir aussi que cette présentation, elle se base sur un article dont les références se trouvent à la fin du PowerPoint, donc vous les aurez à la toute fin de la présentation. Mais donc un article que j'ai rédigé et qui se base sur ce travail de fin d'études que donc j'ai réalisé il y a 2 ans et demi. Donc il y a des évolutions récentes. Il y a des évolutions récentes en Belgique, notamment par rapport aux personnes intersexuées, mais il y a d'autres évolutions ailleurs. On en abordera quelques-unes, notamment en France, mais aussi en Californie assez récemment. Et l'objectif, en fait, de cette présentation, c'est non seulement de vous parler des personnes intersexuées, mais c'est aussi donc, de vous donner, voilà, je dirais les bases en matière de personnes, enfin, si je peux dire les bases en matière de personnes intersexuées et de droits fondamentaux, de droits humains et leurs revendications, mais c'est aussi vous permettre de voir que le droit, c'est quelque chose que peut-être, pour les non-juristes qui nous écoutent, vous voyez, enfin, vous percevez peut-être le droit comme étant quelque chose d'assez abstrait. Et ici, c'est vraiment l'objectif, c'est de vous montrer que le droit peut être conçu de manière concrète, pragmatique, comme un outil de lutte afin d'améliorer la condition des personnes, de certaines catégories de personnes qui font face à des injustices sociales dans la collectivité. Un peu de terminologie d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Terminologie et quelques chiffres parce que c'est toujours important de visualiser ce dont on parle. Terminologie pour bien comprendre ce qu'est une personne intersexuée, ce qui la distingue notamment d'une personne trans, parce que les combats, la lutte n'est pas la même. Les revendications ne sont pas les mêmes non plus, même si parfois elles se chevauchent. Personne intersexuée, c'est un terme générique qui va désigner des personnes qui présentent des variations de ces caractéristiques sexuées qui peuvent être primaires. Caractéristiques sexuées primaires, ce sont celles que l'on présente à la naissance, et ou secondaires, c'est-à-dire celles qui se développent plus tard dans la vie, au moment où, en général, enfin, dans la grande majorité des cas, c'est à la puberté. Et ces variations ne correspondent pas à la binarité du sexe et du genre. Vous savez que aujourd'hui, la société, elle a été fondée, elle se fonde toujours et elle fonctionne de manière binaire quand on parle du sexe et du genre, puisque on a M, F, masculin, féminin pour le genre, mâle, femelle pour le sexe, et on considère que entre ou au-delà de cela, il ne peut y avoir rien d'autre, mais c'est ne pas, ou en tout cas, c'est ignorer la réalité du terrain. Donc, personne intersexuée, c'est vraiment les caractéristiques sexuelles, c'est ça qui est important de comprendre. À ne pas confondre, du coup, avec les personnes trans. Les personnes trans, ici, l'élément qui va définir, identifier une personne trans, c'est son identité de genre et ou son expression de genre. Et donc, une personne trans avec une astérix, c'est un terme générique qui vise une personne dont l'identité de genre et ou l'expression de genre ne correspondent pas au genre qui a été assigné à la naissance à travers donc, les marqueurs d'identité, donc ce qu'on appelle les marqueurs d'identité, c'est-à-dire
les marqueurs de sexe et de genre pardon, qui apparaissent, qui sont mentionnés, qui sont indiqués, qui sont renseignés sur les documents d'identité, comme par exemple la carte d'identité, l'acte de naissance ou le passeport. Et les personnes trans, on peut inclure en tout cas dans ce terme générique les personnes transsexuées et les personnes transgenres. Les personnes transsexuées, ce sont celles qui vont entreprendre des opérations de conversion sexuée. Les personnes transgenres, pas nécessairement. D'accord? Donc, bien comprendre la différence à avoir entre personnes intersexuées, caractéristiques sexuées, et personnes trans, identité de genre et ou expression de genre. Et alors, l'identité de genre et ou l'expression de genre, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'identité de genre, c'est le genre vécu intimement en vous. Et l'expression de genre, c'est la manière dont vous allez exprimer votre identité de genre vis-à-vis, notamment, mais pas exclusivement, des autres. Et l'expression de genre, c'est par exemple, ça se traduit par les codes sociaux, comme par exemple les vêtements que vous portez, la coiffure, etc., etc. Ça, c'est pour la terminologie. Maintenant, quelques chiffres. Donc, en général, le nombre de pourcentage de personnes intersexuées parmi la population considérée dans son ensemble, c'est 1,5%. Ces 1,5% doivent être relativisés puisque il existe environ, à peu près, 40 variations des caractéristiques sexuées. Et donc, tout dépend bien évidemment de la variation que l'on considère lorsque l'on parle de chiffres, mais aussi des données que l'on a à notre disposition. Alors, il y a Anne Foster-Sterling, que vous connaissez peut-être, qui, dans les années 2000, a rédigé un ouvrage assez connu qui s'appelle Sexing the Body, dans lequel elle effectue une revue de la littérature et au terme de cette revue de la littérature, elle en conclut que les personnes intersexuées représentent 1,72 naissances sur 100. 1,73 si on arrondit vers le haut, naissances sur 100. Selon OII Europe, qui est l'organisation coupole des associations intersexuées au niveau européen, mais aussi ILGA, qui est une association, une organisation très active sur le continent européen, les personnes intersexuées représentent une naissance sur 200. Et dans un récent rapport qui a été réalisé par l'Agence européenne des droits fondamentaux, les personnes intersexuées représentent environ 1% des personnes qui ont été sondées. Il faut savoir que ce rapport qui a été réalisé, ce sondage qui a été réalisé par l'Agence européenne des droits fondamentaux est extrêmement important car c'est la première fois qu'une agence, qu'une organisation qui ici dépend de l'Union européenne a réalisé, a sondé les personnes intersexuées et qu'elle a cherché à savoir quelles étaient les discriminations dont ces personnes étaient les victimes. D'accord? Et donc, ça permet de rendre compte des expériences vécues par les personnes intersexuées. Et ici, on voit que dans le sondage qui a été réalisé par l'Agence européenne des droits fondamentaux, il y a 137 000 personnes qui ont été interrogées et 1500 personnes étaient des personnes inter ou à tout le moins considéraient qu'elles étaient personnes intersexuées. Donc, ça vous donne un peu une idée, quelques chiffres de la proportion de personnes intersexuées parmi la population considérée dans son ensemble. Alors maintenant qu'on a défini ce qu'il fallait entendre par personne intersexuée, ou à tout le moins clarifié la terminologie, et qu'on a pu, ou que j'ai pu vous donner un aperçu global du nombre de personnes intersexuées parmi la population, eh bien, j'aimerais avec vous aborder la thématique des personnes intersexuées à travers un cas d'étude qui est celui de Anne Gaby Odile, dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'elle a fait son coming out personne intersexuée il y a 3 ans, presque 4 ans maintenant, je pense, dans la presse américaine. Et c'est important pour moi de partir ici d'un cas d'étude, de partir d'un exemple pour grossir un peu le trait. Pourquoi? Parce que les exemples, les cas d'études permettent toujours de mieux comprendre et de mieux cerner les enjeux, mais ça permet aussi de mieux comprendre les règles de droit que l'on peut mobiliser, les outils juridiques que l'on peut mobiliser, mais aussi leur interprétation. Et donc ce cas, qui est celui de Anne Gaby Odile, comme je vous l'ai dit, elle a fait son coming out de personne intersexuée il y a à peu près 4 ans
dans le USA Today, qui est un périodique américain, et dans le magazine de mode féminin. Et vous avez ici son image, donc sa photo à l'écran. Donc peut-être que ça vous parle et on va ensemble traiter de ce cas, ou en tout cas on va partir de ce cas d'étude pour comprendre, pour mieux cerner la problématique des personnes intersexuées et ensuite l'ancrer dans le droit. Et donc ce cas constituera vraiment l'objet, notre objet d'étude dans le cadre de cette présentation. Alors, ce qui est intéressant quand on part d'un cas d'étude, comme celui de Ngabi Odile, c'est bien évidemment de partir de témoignages, de partir du témoignage de Ngabi Odile. Et donc, j'aimerais vous partager, vous faire part de l'histoire, de son expérience, de ce qu'elle a vécu en étant enfant et ensuite adolescente. Et pour introduire son histoire, son parcours de vie, j'aimerais vous faire visionner une petite vidéo. Hi, I'm Hannah. I'm excited to let the world know I'm intersex. Intersex people are born with sex traits that don't really fit the typical definition of male or female. I was born with AIS, androgen insensitivity syndrome. Like most intersex kids, I've been subjected to irreversible, unconsented, and unnecessary surgeries. These surgeries have caused way more harm than good. It's actually not too rare. 2% of the population is born intersex. It's as common as being born with red hair. People want to put us in a box, male or female, but in reality, sex is on a spectrum. Intersex is just a proof of that. It's important for me to speak out now. Those surgeries have been happening for way too long, and I wanted to stop now. I'm very proud to be working with Interact. I don't want to have any other kid to suffer the way I did. It's time to break the stigma. Please help by donating to Interact and following them on social media and sharing stories like mine. Voilà, donc vous avez eu une overview de l'expérience de Ngabi Odile. Alors, expérience qui a été partagée à travers Interact. Interact qui est une association, une organisation assez active sur le continent américain et qui agit aussi de manière assez, en tout cas on entend assez fréquemment parler d'elle quand on effectue des recherches sur la situation des personnes intersexuées et de leurs droits fondamentaux, qui agit quand même pas mal à ce niveau-là. Et donc ici, l'objectif d'Interact était à travers Ngabi Odile de donner une certaine visibilité aux personnes intersexuées. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, quand on en parle autour de nous, moi quand j'en parle encore aujourd'hui avec mes potes, la plupart de mes potes ne savent pas ce que sont les personnes intersexuées, ne sont pas au courant de leur combat. Et donc ici, c'était l'objectif de donner une certaine visibilité, ce qui est aussi l'objectif de ce webinaire. Alors, entrons un petit peu plus dans l'histoire de Ngabi Odile, dans son parcours de vie. Et donc ici, je vous ai mis 2 extraits du USA Today, de la publication qui est parue dans ce périodique en 2017. Donc, c'était il y a 4 ans. Et alors, pour remonter un petit peu, parce que je ne vous ai pas tout mis, je vous ai mis le plus, on va dire, percutant, l'essentiel. Pour remonter un petit peu, ce qu'il faut savoir, c'est que Anne, elle est née avec, donc on lui a assigné le sexe féminin, ainsi qu'une identité de genre féminine. Et à 2 semaines, c'est ce qu'elle nous raconte dans ses interviews qu'elle a données dans le Vogue Magazine et dans le USA Today, elle avait une infection, elle s'est rendue à l'hôpital en Belgique. Il faut savoir que c'est un mannequin international belge. Elle s'est rendue dans un hôpital en Belgique et on s'est rendu compte, les médecins se sont rendus compte qu'en fait, Anne, après avoir réalisé une prise de sang, avait un chromosome sexuel XY, c'est-à-dire un chromosome sexuel mâle, et des testicules en interne, alors qu'on lui avait assigné le sexe femelle et qu'elle avait une identité de genre qui lui avait également été assignée, une identité de genre féminine qui lui avait également été assignée à la naissance. Et donc, il y avait une forme d'écart entre son sexe chromosomique qui était mâle, son sexe gonadique, donc les testicules qui étaient mâles, et puis son sexe phénotypique, donc les organes génitaux qui, eux, apparaissaient comme étant de type femelle. Et ce que Anne, ici, présente comme type de variation, c'est une variation qu'on appelle insensibilité partielle aux androgènes.
Alors, en quoi consiste en 2 mots cette variation pour que vous puissiez comprendre que c'est un processus qui est naturel, qui est biologique, que ce n'est pas quelque chose qu'il faut pathologiser? Eh bien, une personne qui présente ce type d'insensibilité, elle va naître avec un sexe chromosomique qui va être mâle, XY, un sexe gonadique qui va être mâle, des testicules. Les testicules, vous le savez ou ne le savez pas, mais elles sont responsables de la formation, ou en tout cas, elles synthétisent ce qu'on appelle la testostérone, les androgènes, donc c'est une hormone. Et cette testostérone, cet androgène, c'est elle qui va permettre aux organes génitaux de type mâle de se former. Sauf que pour les personnes qui présentent une insensibilité partielle aux androgènes, qu'est-ce qu'il se passe? Les organes génitaux, donc le sexe phénotypique, les organes génitaux, sont insensibles, ils n'ont pas de sensibilité à l'androgène, à la testostérone, produite par les testicules. Et par conséquent, ce qu'il se passe, c'est que vu qu'ils ne réceptionnent pas cette testostérone, ces androgènes, testostérone, androgène, c'est la même chose, eh bien, se forment, ou en tout cas, les organes génitaux prennent la forme d'organes génitaux de type femelle. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Anne. Donc, c'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière insensibilité partielle aux androgènes. Ce sont les organes génitaux qui ne sont pas sensibles à la testostérone produite par les testicules. Et donc, par défaut, si on peut dire ça comme ça, je grossis un peu le trait, je vulgarise, par défaut, les organes génitaux prennent la forme d'organes génitaux de type femelle. Et Anne nous raconte qu'à 10 ans, après plusieurs rendez-vous médicaux, elle subit une opération qui va consister à lui retirer les testicules. On lui enlève les testicules, c'est ce qu'on appelle une gonadectomie. On lui enlève une testicule, pourquoi? Parce que les médecins présument qu'il y a un risque de cancer. Les testicules sont en interne, donc elles ne sont pas descendues. C'est pour ça qu'on ne les a pas décelées à la naissance. Elles sont en interne. Et donc, puisqu'elles sont en interne, on présume qu'il y a, ou en tout cas à l'époque, il y avait de la littérature scientifique qui disait que voilà, on avait un risque de développer un cancer ou à tout le moins d'avoir des lésions tumorales avec ensuite des conséquences assez graves pour la santé de l'enfant. Sauf qu'en réalité, on le verra par la suite, cette gonadectomie, ou en tout cas cette idée de... Parce que c'est vraiment ça qui se produit, c'est une stérilisation en fait ici de l'enfant. Cette stérilisation, cette gonadectomie, eh bien, n'est pas en tant que telle nécessaire d'un point de vue médical et surtout, il n'y a pas suffisamment de données qui démontrent qu'il y a bel et bien risque de développer des lésions tumorales et donc un cancer par la suite. Ici, donc à 10 ans, opération gonadectomie, on lui enlève ses testicules qui étaient en interne et on informe à moitié ses parents, mais on dit à ses parents, vous devez dire à Anne, donc à leur enfant, que on ne lui enlève pas ses testicules, mais qu'elle a un problème de vessie. Et donc, on l'a opérée en lui faisant croire qu'elle avait un problème de vessie, là où en réalité, on l'a stérilisée. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que vu qu'on enlève les testicules, ben, il n'y a plus de gonades. Et comme il n'y a plus de gonades, il n'y a plus d'hormones. Et donc, quand on enlève les gonades, il faut un traitement hormonal substitutif, de substitution. Et donc, ici, ça implique forcément un traitement hormonal, mais qui peut s'avérer assez lourd, avec des conséquences assez graves à nouveau pour la santé, notamment une ostéoporose précoce. Et puis, à 18 ans, Ngabi Odile nous dit qu'elle a subi une vaginoplastie. Et donc, en quoi consiste la vaginoplastie? C'est une opération qui va consister en fait à féminiser son apparence. Pourquoi? Parce que à la naissance, je vous l'ai dit, Anne, elle a un sexe chromosomique mâle, elle a un sexe gonadique mâle. Le sexe gonadique n'existe plus, on lui a enlevé les testicules, mais elle a un sexe phénotypique qui semble être de type femelle. Donc, autrement dit, avec un vagin, avec un clitoris, etc. Le problème, c'est que avec les explorations médicales, on s'est rendu compte que Anne, enfin le problème n'est pas un problème en tant que tel, c'est moi qui utilise un mauvais terme, mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'est rendu compte que Anne avait au niveau de ses organes génitaux un clitoris, mais par exemple, elle n'avait pas d'utérus et elle avait un vagin, je pense, de mémoire, d'une longueur de 1 cm. Et donc, on décide de la féminiser, on décide d'enlever les gonades, mais on décide également par la même et par la suite, lorsqu'elle grandit, de lui créer de toutes pièces un vagin artificiel, ce qui s'appelle une vaginoplastie, ou à tout le moins d'élargir le vagin de 1 cm qu'elle a
à l'époque, tout simplement pour lui permettre d'avoir des relations hétérosexuelles satisfaisantes. Et donc, elle subit une vaginoplastie, on lui crée de toutes pièces un vagin, et il faut savoir que cette opération de vaginoplastie est extrêmement douloureuse. Pourquoi? Parce que, et ça Anne nous le dit dans ses articles, dans ses interviews qu'elle a faites pour le USA Today et le Vogue Magazine, au-delà de l'intervention en tant que telle, il y a des conséquences qui ne sont pas anticipées, comme par exemple les dilatations. Une fois qu'on vous crée un vagin artificiel, il faut le dilater. Il faut le dilater au moyen d'un instrument qui s'appelle une bougie. Donc c'est une barre en métal, pour le dire autrement, et qui dans un premier temps réalise ces dilatations, ce sont les médecins, et puis ce sont les parents, et puis c'est la personne elle-même. Donc c'est Anne elle-même qui a dû réaliser ces dilatations. On se rend bien compte ici qu'il y a, en tout cas c'est ce que Anne dénonce dans ses interviews, un problème. Il y a un problème par rapport notamment à l'intégrité physique et mentale, ou en tout cas par rapport aux droits humains considérés dans leur ensemble, et quel était en fait l'objectif de Anne, donc en faisant son coming out intersexué à travers Interact et à travers cette vidéo et à travers ces interviews qu'elle a faites. Donc je vous l'ai déjà dit, une visibilité, mais aussi c'était la volonté claire de mettre fin à ce que Anne appelle les opérations folles irréversibles et non consensuelles pratiquées quand on est beaucoup trop jeune. Et à quoi ici Anne fait allusion? Elle fait allusion à ce que moi j'ai appelé, qualifié dans mon travail de fin d'études, les traitements médico-normalisateurs. Et ces traitements, on peut les définir comme étant des traitements chirurgicaux et hormonaux ayant pour seul objectif de mettre en conformité les caractéristiques sexuées primaires et ou secondaires des personnes intersexuées avec la binarité du sexe et du genre. Et donc, c'est cela que Anne a voulu dénoncer dans ses interviews, et c'est ce sur quoi on va se concentrer dans les minutes qui vont suivre. Il faut savoir que ces traitements médico-normalisateurs, donc la gonadectomie par exemple, l'hormonothérapie ou la vaginoplastie que Anne a subie, ils ont également été dénoncés par d'autres organismes. Donc, il n'y a pas que Anne qui a pris la parole, il y a bien d'autres personnes intersexuées qui ont pris la parole, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent ce soir. Ces traitements médico-normalisateurs ont été dénoncés par OII Europe, donc je vous l'ai dit, l'organisation coupole des associations intersexuées sur le niveau, au niveau du continent européen, et puis par Amnesty International dans un groundbreaking rapport qui a été publié il y a 2-3 ans également, mais qui se concentrait essentiellement sur la situation des personnes intersexuées en Allemagne et au Danemark. Et pourquoi est-ce que, justement, ici, on critique les traitements médico-normalisateurs? Pourquoi est-ce qu'ils posent problème, ils posent question? Eh bien, parce qu'ils sont à la source de toute une série de préjudices que Anne identifie dans ses interviews, dont je vous ai déjà partiellement fait part, mais aussi préjudices qui sont mis en avant par donc les organisations internationales, les organisations européennes comme OII Europe et Amnesty International, mais aussi par les personnes intersexuées à travers les témoignages que l'on peut lire sur Internet. Et justement, quand on lit ces témoignages, de quel préjudice est-il question? Il y en a 5 que l'on peut identifier. Le premier, c'est un préjudice de type physique. Alors pourquoi un préjudice de type physique? Eh bien parce que les personnes intersexuées, après avoir subi des traitements médico-normalisateurs, ne vont pas avoir de vie sexuée, ne vont plus être capables d'en avoir une. Pour beaucoup, le plaisir sexuel est même inexistant. On l'a vu avec Anne, il y a un préjudice physique lorsqu'on réalise une gonadectomie et qu'elle n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une stérilisation ici qui est faite. On stérilise, on empêche la personne d'avoir un enfant. Il faut savoir aussi que les traitements médico-normalisateurs, les chirurgies correctives, comme on les qualifie également, sont à la source de nombreux effets secondaires comme des saignements, des inflammations qui sont récurrentes et qui, par exemple, rendent difficile le fait de se rendre aux toilettes et de tout simplement uriner. Mais un autre préjudice qui est quand même assez important, c'est un préjudice psychologique ou un préjudice mental, puisque la plupart des personnes intersexuées, quand on lit leurs témoignages, elles nous disent qu'elles ont un choc post-traumatique, ou en tout cas, elles subissent un choc post-traumatique. Elles subissent un choc post-traumatique en raison des traitements médico-normalisateurs,
Elles ont une perte de confiance vis-à-vis des médecins, elles n'osent plus se rendre chez les médecins, elles n'osent plus aller en consultation médicale. Elles font des cauchemars, des insomnies, et elles nous disent avoir aussi et ça c'est assez marquant quand on lit ça dans un témoignage, elles nous disent aussi avoir cette sensation d'être de manière permanente taillées dans la chair. Beaucoup de personnes inter ont aussi la volonté ou en tout cas ça leur passe par la tête, de se suicider parce qu'elles n'ont pas de perspective d'avenir et que le poids, le fardeau psychologique est beaucoup trop lourd. Et puis, la stérilisation, par exemple, la gonadectomie rend impossible toute perspective, ou en tout cas, pas impossible, mais extrêmement difficile, plus compliqué, toute perspective de vie de famille. Il y a toujours l'adoption, bien évidemment, mais pour certaines personnes, avoir leurs propres enfants a toute son importance. Il y a aussi un préjudice social, troisième préjudice que l'on peut identifier, puisque les personnes inter vont se replier sur elles-mêmes en raison de ces traitements médico-normalisateurs, de ces chirurgies qu'elles subissent. Il n'y a pas ou peu d'intégration sociale, ou en tout cas, tout ce qu'elles subissent d'un point de vue physique, psychologique, se répercute sur leur intégration dans la société. Et puis, ces personnes intersexuées font aussi l'objet, il ne faut pas l'oublier, de moqueries, de dénigrement de la part des parents, de la part des médecins, de la part des professeurs à l'école et tutti quanti. Mais elles ont, du coup, ici, cette peur des autres, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu de la gravité des traitements qu'on leur inflige. Il y a aussi, quatrième préjudice, un préjudice de type professionnel. Alors ici, c'est un préjudice qui est en réalité la conséquence de tous les autres, puisque les personnes intersexuées nous disent en fait qu'elles n'ont pas d'emploi ou qu'elles ont du mal à en trouver, et que quand elles trouvent un emploi, les conditions de travail sont tout simplement désastreuses, puisqu'il n'y a pas d'aménagement. Il n'y a pas d'aménagement, il faut savoir que beaucoup de personnes intersexuées nous disent qu'en raison des traitements qu'elles ont subis, elles font l'objet, ou en tout cas elles présentent un handicap, et que ce handicap n'est souvent pas pris en considération par l'employeur lorsqu'il embauche des personnes intersexuées alors que l'employeur a une obligation d'application du droit de l'Union européenne, mais aussi du droit belge, de prendre ce qu'on appelle des aménagements raisonnables, de mettre en place toute une série de mesures permettant à ces personnes d'être correctement intégrées dans le milieu du travail. Et puis, forcément, quand on n'a pas d'emploi ou quand on a des difficultés à en trouver, on se répercute souvent sur les proches, ou en tout cas sur le système de la sécurité sociale. Et parfois, il est difficile d'obtenir le chômage. Comme vous le savez, vous ne le savez pas, mais les conditions pour l'obtention du chômage et le bénéfice de ce droit sont de plus en plus compliquées, ou en tout cas difficiles à satisfaire. Et puis, dernier préjudice, assez rapidement, un préjudice identitaire. Pourquoi? Parce que certaines personnes internes nous disent, mais voilà, on subit des traitements médico-normalisateurs qui portent atteinte à toute une série d'aspects physiques, psychologiques, sociaux, professionnels, mais ça touche au final à notre identité. Et donc, on ne parvient pas à nous auto-déterminer, à déterminer que ce soit l'identité de genre ou l'identité entendue de manière beaucoup plus large. Et donc, ce que dénonce ici, au final, à travers tous ces préjudices, Anne, dans ses interviews, mais aussi OI Europe et Amnesty International, c'est une atteinte à l'intégrité physique et mentale, une atteinte à leur autonomie, enfin en tout cas à l'autonomie corporelle des personnes intersexuées. Vous le voyez, c'est un constat qui est alarmant, un constat qui est très interpellant. Quel est, dans ce cadre et sur la base de ce constat, le rôle du juriste? Quel est le rôle du juriste? Eh bien, le rôle du juriste, c'est celui c'est se poser la question de savoir quels sont les outils que m'offre le droit et qui me permettraient de lutter contre cette injustice, de lutter contre cette atteinte à l'intégrité physique et mentale, cette atteinte à l'autonomie corporelle dont font état les personnes intersexuées. Et quels sont les outils du coup, que moi, en tant que juriste, je peux mobiliser à cette fin? Et donc, vous voyez ici qu'on est vraiment dans cette logique de le droit comme un outil de lutte sociale. Alors, le réflexe que tout juriste a, puisqu'on est en Belgique, que Nguebi Odile est de nationalité belge, c'est forcément d'aller voir ce qui existe en droit belge. Le droit belge n'est pas suffisamment protecteur de l'autonomie corporelle des personnes intersexuées. Il y a plusieurs outils juridiques que, a priori, en droit belge, on pourrait mobiliser et qui pourraient être intéressants pour la protection de l'autonomie corporelle, pour la protection de l'intégrité physique
et de l'intégrité mentale des personnes intersexuées. Parmi ces outils juridiques que l'on peut mobiliser en droit belge, qui permettraient de lutter contre les préjudices subis par les personnes intersexuées, il y a la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. C'est une loi qui a été adoptée donc à l'époque et il y a différentes dispositions qui sont tout à fait intéressantes, pertinentes, mais je vais vous l'expliquer par la suite, qui ne sont pas appliquées en pratique. Et parmi ces dispositions, nous avons notamment l'article 5 de cette loi du 22 août 2002, article 5 qui nous dit que toute personne, tout patient a droit à des prestations de qualité qui répondent à ses besoins et surtout, et ça c'est le plus important, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie. On a un autre article qui est intéressant dans le cadre de l'intégrité physique et mentale, qui est celui du consentement, article 8, qui prescrit que le patient a le droit de consentir librement à toute intervention médicale moyennant information au préalable. Et puis l'article 12, qui concerne ici le patient mineur, les enfants mineurs. Et il faut savoir que c'est une disposition qui est fondamentale dans notre cas, puisque la plupart des personnes, enfin la plupart des personnes intersexuées, les traitements médicaux normalisateurs sont infligés la plupart du temps à des enfants mineurs, des enfants intersexués mineurs. Et c'est pour ça que cette disposition a toute son importance. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si le patient est mineur, eh bien, les droits prescrits notamment à l'article 8, le consentement, et à l'article 5, le respect de la dignité humaine et de l'autonomie, ces droits sont exercés par les parents ou par ceux qui sont titulaires de l'autorité parentale. Mais on a un paragraphe 2 qui est assez intéressant, puisqu'il nous dit que, suivant son âge et sa maturité, le patient mineur, donc l'enfant, est associé à l'exercice de ses droits. Les droits qui sont énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on a une conception subjective. On a une conception subjective dans le sens où on ne fixe pas un âge. On ne se dit pas, ben tiens, à partir de 12 ans, l'enfant est capable de consentir et peut exercer lui-même les droits qui sont énumérés à l'article 8, à l'article 5. On a une conception subjective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre en considération l'âge et la maturité de l'enfant et qu'en fonction de son âge et de sa maturité, l'enfant va ou bien être associé dans un premier temps, c'est-à-dire que les parents vont toujours exercer les titulaires d'autorité parentale vont toujours décider en lieu et place de l'enfant, mais il va être associé, il va être consulté, et puis à partir du moment où il sera doué de discernement, l'enfant doit décider, et il peut décider ici de manière autonome. Donc c'est une approche subjective en deux temps. Ça, c'est ce que nous dit la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. On a d'autres outils juridiques que l'on pourrait mobiliser en droit belge. Le réflexe du juriste, c'est aussi d'aller voir dans le code pénal et de déterminer si les traitements médicaux normalisateurs ne constituent pas des infractions qui sont interdites par le code pénal ou qui sont réprimées pénalement. Et là, on a plusieurs infractions qui pourraient nous intéresser, que sont coups et blessures volontaires, coups et blessures involontaires, les mauvais traitements. Donc, les mauvais traitements, ce sont les traitements dégradants, les traitements inhumains, voire la torture. Et puis, les mutilations génitales féminines, avec tout le débat qu'il y a, en tout cas toutes les discussions que l'on peut avoir, avec le rapprochement que l'on peut faire avec ces mutilations génitales féminines, bien évidemment. Ça, ce sont des outils qui existent aussi en droit belge. La difficulté que l'on a avec le droit pénal, les juristes qui nous écoutent le savent, c'est la prescription. C'est la prescription, c'est-à-dire qu'on va poursuivre les infractions, mais on ne peut pas les poursuivre de manière indéfinie dans le temps. Ça s'arrête toujours à un moment. Et donc, il y a certaines infractions qui, par exemple, se prescrivent après 10 ans après les faits. Donc, les faits se produisent, une personne inter se fait opérer, eh bien, elle a 10 ans pour se manifester auprès du parquet, du juge d'instruction, et solliciter que des poursuites pénales soient diligentées. Après 10 ans, c'est trop tard. Ce qu'on appelle la prescription extinctive. L'action publique s'éteint. Ça, c'est une difficulté qui rend en réalité le droit pénal difficilement mobilisable. Mais il y a une autre difficulté plus générale sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Un dernier outil que l'on pourrait mobiliser, c'est la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est une modification assez récente dont on peut se réjouir,
une modification assez récente puisque le législateur fédéral est intervenu en 2020 et qu'il a inséré dans cette loi le motif des caractéristiques sexuelles ou des caractéristiques sexuées, c'est la même chose. Et donc, cela signifie que les caractéristiques sexuées bénéficient, les personnes intersexuées bénéficient d'une protection et que cette protection, elle est consacrée par une loi, la loi du 10 mai 2007. Alors, il faut savoir que prévoit cette loi concrètement? Eh bien, c'est l'interdiction de la discrimination dans les secteurs de l'emploi, la sécurité sociale, les biens et les services, mais on a aussi les soins de santé. On peut se réjouir donc de cette insertion des caractéristiques sexuelles comme motif de discrimination dans la loi du 10 mai 2007. Maintenant, il faudra voir comment est-ce que les juridictions vont interpréter la notion de soins de santé, puisque c'est ça ici qui nous intéresse. Comment est-ce que les juridictions vont interpréter la notion de soins de santé et si ça va ou non englober la question des traitements médico-normalisateurs, selon une interprétation qui pourrait être extensive de ces termes soins de santé, ou en tout cas de ce domaine des soins de santé. Donc ça, ce sera à voir dans les années à venir, mais on constate ici qu'il y a c'est une insertion heureuse et c'est une insertion qui permettra peut-être d'élargir la protection à conférer aux personnes intersexuées. Alors, nonobstant ce cadre juridique qui, de prime abord, est tout à fait séduisant, on pourrait se dire, tiens, oui, on a des éléments avec la loi de 2002, avec le code pénal, avec la loi du 10 mai 2007, qui nous permettraient de lutter contre les traitements médico-normalisateurs et de répondre du coup aux revendications des personnes intersexuées, à la revendication de Haye, mais aussi aux revendications des associations intersexuées. La difficulté, c'est que tout ça, tout ce que je viens de vous exposer, c'est la théorie. Et la théorie, elle est bien belle, mais il y a toujours la pratique. Et la pratique, elle est bien différente, elle est fort différente. Elle est fort différente, et cela a été souligné par l'Agence européenne des droits fondamentaux dans un rapport qu'elle a rédigé en 2015 et qui traite justement de la situation des droits fondamentaux des personnes intersexuées. Alors, en pratique, donc ce que nous dit l'Agence européenne des droits fondamentaux, c'est qu'on a des traitements médico-normalisateurs, des opérations de normalisation qui sont encore réalisées, et donc sans le consentement, ici, des enfants mineurs, il faut le rappeler, des enfants mineurs, puisque les traitements médico-normalisateurs sont réalisés dans les toutes premières années de la vie de l'enfant, puisque l'on se dit qu'au plus jeune on le fait, au mieux c'est, puisque après ce sera plus compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, avec les techniques médicales, les choses ont bien évidemment changé. Ce que nous dit aussi l'Agence européenne des droits fondamentaux, c'est que par rapport à la Belgique, il n'y a aucune procédure qui garantit que l'enfant exerce son droit à consentir à un traitement médical. Donc, même si on a la loi du 2 août 2002, l'article 12, paragraphe 2, qui nous dit que l'enfant doit être associé selon son âge et sa maturité, et puis qu'une fois qu'il est doué de discernement, il peut décider, cette loi n'est pas appliquée en pratique. Et donc, on a un fossé, un écart qui se creuse entre la théorie et la pratique, puisque en pratique, on administre, on réalise toujours des traitements médico-normalisateurs, des chirurgies correctives, des traitements hormonaux, on impose cela à des enfants sans que ces enfants puissent consentir, ou à tout le moins sans qu'ils puissent être associés au processus décisionnel. Ça a été constaté par l'Agence des droits fondamentaux dans un rapport qu'elle a rédigé en 2015, qu'elle a réalisé en 2015, mais il y a aussi un rapport de 2018 qui a été réalisé par le European Equality Law Network et qui, lui, en fait, montre, et c'est assez, dans le rapport, ils sont assez incisifs, en tout cas les auteurs sont assez incisifs, montrent vraiment que les droits nationaux des États membres de l'espace économique européen, donc pour faire gros du continent européen, ne parviennent pas à s'emparer de l'expérience des personnes intersexuées, que c'est quelque chose qui est complètement ignoré par les droits nationaux des États qui se situent sur le continent européen, qu'on ne parvient pas en réalité à prendre en compte la réalité subie par les personnes ou vécue par les personnes intersexuées et que l'on ne parvient du coup pas à prendre en considération ces traitements médico-normalisateurs. Et donc, on a un décalage entre la théorie et la pratique et on constate par conséquent que le cadre juridique en Belgique, à tout le moins, est inadéquat et ineffectif. Il faut aussi savoir que la raison pour laquelle il y a inadéquation et ineffectivité du cadre juridique belge, ce sont des protocoles médicaux qui sont applicables et qui font internationalement office d'autorité. Il y a en 2006 un consensus
ça s'appelle un consensus statement. Donc, c'est une espèce de grande réunion qui a eu lieu en 2006 et en 2016 entre l'ensemble des différentes parties prenantes, mais d'un point de vue strictement médical, donc c'est-à-dire les médecins, les urologues, les gynécologues, etc. Ils se sont réunis et ils ont établi des guidelines sur la manière dont il fallait traiter eh bien, les variations des caractéristiques sexuelles que présentaient ou que présentent toujours les personnes intersexuelles. Il faut savoir que ce consensus statement, c'est donc un protocole médical qui a réuni donc des experts, des médecins venus de un peu partout à travers le monde, et ils ont établi donc ces guidelines qui ont été très vite appliqués, transposés dans les hôpitaux, dans les centres de référence, puisqu'il existe plusieurs centres de référence pour le management de la condition des personnes intersexuelles, mais aussi des personnes trans. Et donc, dans ces centres de référence, on a appliqué ces protocoles médicaux, et ces protocoles médicaux sont contre-légaux. Sauf que tout le monde s'en fout, ou en tout le moins, personne ne réalise que c'est contre-légal. Et il y a plusieurs raisons à cela. L'une des raisons principales, c'est qu'on pense, ou en tout cas les médecins pensent, à l'époque pensaient, parce que de plus en plus les médecins remettent en cause cette manière de concevoir les choses, on pense généralement que les traitements médicaux normalisateurs sont bénéfiques pour les personnes intersexuelles puisqu'il s'agit de permettre à ces personnes d'éviter les stigmas socioculturels qui sont liés à cette binarité du sexe et du genre qui caractérise, qui fonde notre société, notre collectivité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc ça, je vous renvoie, il y a un lien, sans doute que les slides seront mis à votre disposition sur le site de Tel Quel, mais vous pouvez aller consulter ce protocole médical, ce consensus statement qui a été revu. Donc, il y en a eu un en 2006, il y en a eu un second en 2016, et en 2016, on a dit oui, bon, les acteurs internationaux commencent un petit peu à se mobiliser. C'est vrai qu'il y a quelques atteintes aux droits fondamentaux qui peuvent être soulevées, mais c'est pas grave, c'est pas encore suffisant. Alors qu'aujourd'hui, enfin même en 2016, en fait, on avait des prises de position très claires, notamment du rapporteur spécial contre la torture des Nations Unies, mais aussi d'autres organisations qui disaient qu'il y a une atteinte aux droits fondamentaux, les traitements médicaux normalisateurs posent problème et doivent cesser. Et donc, c'était un petit peu hypocrite. Alors ça, c'est pour, je dirais, le cadre juridique belge, inadéquat, ineffectif. Pourquoi? Parce qu'on a des protocoles médicaux qui sont toujours applicables et qui sont toujours appliqués en pratique dans des centres de référence. Si on prend un peu plus de recul au niveau européen, ce que je vous ai mis ici et que vous voyez à l'écran, c'est une map donc, du continent européen. Et vous voyez qu'il y a trois États qui sont coloriés en vert. Et ce sont des États qui prohibent les traitements médicaux normalisateurs. Et vous voyez que sur le continent européen, il y en a, alors je dis trois, c'est plutôt deux. Et parmi ces deux États, vous avez donc Malte, on ne voit pas très bien, mais il est tout en dessous, qui depuis 2015, on y reviendra, interdit les traitements médicaux normalisateurs. Et puis on a le Portugal qui, je pense, depuis 2017 ou 2018, prohibe également les traitements médicaux normalisateurs. Alors, c'est une disposition au Portugal qui est très large, mais qui est également contestable dans la mesure où elle ne prend pas en considération la réalité vécue dans son ensemble par les personnes inter et tout type de traitement médicaux normalisateurs. On y reviendra à la toute fin de mon exposé. Alors, vous voyez qu'il y a l'Espagne qui est aussi coloriée en vert. Il faut savoir qu'en Espagne, on n'a pas des politiques nationales qui interdisent les traitements médicaux normalisateurs, mais on a des politiques, par contre, au niveau de certaines régions ou de certaines villes, de certaines communes. Par exemple, je pense que c'était Valence qui avait, ou la région Valence qui avait adopté une législation qui visait à explicitement interdire les traitements médicaux normalisateurs. On a d'autres États, d'autres plutôt régions espagnoles qui ont également agi en ce sens. Et donc, vous voyez qu'au niveau européen, d'un point de vue, ici, je dirais strictement, qu'est-ce que le droit ou en tout cas, qu'est-ce que le droit national des États du continent européen prévoit? Il n'y en a que deux au niveau national qui interdisent explicitement les traitements médicaux normalisateurs. Un, l'Espagne, au niveau des régions. Ce n'est pas au niveau national, c'est uniquement au niveau des régions. Et tout ceci contribue au fait et montre en réalité que le droit national est tout simplement inadéquat et ineffectif. Quel est donc du coup le constat que l'on peut tirer du droit belge, mais du droit national des États du continent européen dans son ensemble? C'est qu'il y a un vide juridique pour les personnes intersexuelles, à tout le moins en pratique. Il n'y a pas suffisamment, on a un cadre théorique qui, a priori,
paraît séduisant, mais ça reste formel. En pratique, les choses sont différentes. Et donc, on a un espèce de vide juridique qui se crée. Et donc, le droit n'est tout simplement pas perméable à la réalité des personnes intersexuées, réalité qui donc altère ce schéma, comme je vous l'ai déjà expliqué, traditionnel du sexe et du genre. Et donc, on a une forme ici d'ignorance du droit belge, du droit national des États du continent européen vis-à-vis des expériences vécues par les personnes intersexuées. Face à ce constat, un peu décevant, enfin plus que décevant en fait au niveau national, qu'est-ce que le juriste se dit? Eh bien, le juriste, il va se dire, tiens, en droit belge, en droit national, en tout cas au niveau des États européens, pas de protection suffisante, mais quels sont les outils juridiques que je peux mobiliser ailleurs? Qu'est-ce qui existe ailleurs? Et là, on se tourne, et c'est le réflexe du juriste, vers le droit international des droits humains. Et quand on se tourne vers le droit international des droits humains, on peut se tourner vers plusieurs instruments. Vous avez la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne, et la Convention des droits de l'enfant, qui a toute une série d'autres instruments, mais ici, je vous ai mis les plus intéressants. Il faut savoir qu'ici, ce sont des conventions internationales. Alors, pour les non-juristes, une convention internationale, c'est un accord, une forme de contrat entre deux ou plusieurs États. Et ici, ce contrat va avoir pour objet la protection des droits fondamentaux. Et moi, ce qui m'intéresse ici, et ce sur quoi on va se concentrer, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, pourquoi la Convention européenne des droits, pourquoi la Convention européenne des droits de l'homme? Quand on parle de la Convention européenne des droits de l'homme, plusieurs notions juridiques de base d'abord, pour que vous puissiez comprendre la suite de l'exposé. Dans cette Convention européenne des droits de l'homme, dans ce contrat qui est conclu entre deux ou plusieurs États, il y a toute une série de dispositions qui sont tout à fait fondamentales et qui vont protéger les personnes qui sont destinataires de la Convention, c'est-à-dire vous, moi, les personnes intersexuées. Et parmi ces dispositions et celles sur lesquelles on va se concentrer, il y a l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 de cette même convention et l'article 14. L'article 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition vise à protéger l'intégrité physique et mentale. L'article 8 de la Convention, qu'est-ce qu'il nous dit? Que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. Ici, la dimension vie privée de cette disposition protège également l'intégrité physique et mentale de toute personne, en ce compris donc les personnes intersexuées. Et vous voyez que donc on peut mobiliser pour l'intégrité physique et mentale deux dispositions, l'article 3 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. On a également une autre disposition assez intéressante ici, qui est l'article 14, qui est une clause de non-discrimination, qui établit un principe d'égalité de non-discrimination, et qui nous dit qu'on ne peut, dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention, distinguer sur le fondement du sexe ou de toute autre situation. Il faut savoir que ces obligations, ces dispositions, ces articles, la Convention européenne des droits de l'homme de manière générale, elle prescrit des obligations aux États qui sont partis à la Convention. La Belgique est partie à la Convention européenne des droits de l'homme et donc elle est tenue de respecter ces dispositions. Elle est tenue de respecter ces dispositions et donc ce sont véritablement des obligations qui sont imposées aux États qui signent et ensuite ratifient la Convention européenne des droits de l'homme. Seconde plutôt notion à avoir, c'est le fait que la Convention européenne des droits de l'homme, elle est contrôlée par un organe de contrôle qu'on appelle, vous avez sans doute déjà entendu parler de cet organe de contrôle, puisqu'on entend beaucoup, quand il y a une décision assez importante de cet organe qui sort ou qui est publiée ou qui est rendue, dans la presse en parle, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme, elle est chargée d'appliquer, d'interpréter les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de vérifier que les États qui sont tenus par cette convention respectent les dispositions qu'elle contient et par conséquent les obligations qu'elle leur prescrit. Et en particulier, vous, moi, une personne intersexuée, peut, il y a des conditions bien évidemment à satisfaire, mais saisir la Cour européenne des droits de l'homme dans le cas où un État ne respecte pas les obligations que lui impose la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà pour quelques notions juridiques de base qui vous permettront, j'espère, de comprendre un peu mieux la suite de l'exposé. Et alors, je reviens du coup au cas qui nous occupe, à notre objet d'étude, qui est donc celui de Nguebi Odile et des personnes intersexuées de manière beaucoup plus
générale. Et la question ici que l'on va se poser dans le cadre du droit international des droits humains et de la Convention européenne des droits de l'homme en particulier, c'est de savoir, mais tiens, si demain la Cour EDH était saisie d'un recours introduit à l'encontre de la Belgique par une personne intersexuée, comme Anne, quelle serait sa position? Quel serait le raisonnement? Quelle serait la décision que prendrait la Cour européenne des droits de l'homme? Est-ce qu'elle condamnerait ou pas la Belgique? Est-ce qu'il y a suffisamment ou non de garanties au sein de la Convention européenne des droits de l'homme? Alors, j'attire votre attention sur une chose importante, d'actualité du coup, puisque assez récemment, des recours ont été introduits par une personne, enfin plutôt par des personnes intersexuées contre la France, et ces recours sont actuellement pendants devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ce sont des recours qui ont été introduits au moment où j'étais en train de rédiger mon travail de fin d'études, donc c'est pour ça que dans le cadre de mon TFE, je n'en parle pas, puisque j'en avais pas connaissance. Et ce sont des recours qui visent donc tous les deux la France. Il y a deux recours introduits contre la France. L'un traite du cas des marqueurs de sexe et de genre, ce qui nous intéresse un petit peu moins ici, mais ce recours a été introduit par une personne intersexuée. L'autre, par contre, tout à fait fondamental, c'est l'affaire M contre France qui, elle, ici, a pour objet les traitements médico-normalisateurs, et c'est la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme va être amenée à se prononcer sur ces traitements médico-normalisateurs. Dans mon TFE, et j'avais notamment choisi le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est une situation inédite. La Cour européenne des droits de l'homme ne s'était jamais prononcée avant, à l'époque, et je m'étais demandé, mais tiens, quelle serait sa position à la lumière des décisions qu'elle a rendues et des interprétations qu'elle a faites, des interprétations qu'elle a faites, qu'elle a données plutôt de la Convention européenne des droits de l'homme. Ici, aujourd'hui, on a véritablement une affaire dont la Cour européenne des droits de l'homme est saisie, et ça va nous permettre de infirmer ou confirmer la position qui était la mienne dans mon travail de fin d'études. Pour moi, et à mon estime, à la lumière de la jurisprudence, donc des décisions qui ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme est suffisamment protectrice de l'autonomie corporelle des personnes intersexuées. Et je vais vous expliquer, vous démontrer pourquoi et comment. Dans la suite de la présentation, je vais distinguer entre deux choses, entre d'une part l'intégrité physique et mentale, l'autonomie corporelle, et d'autre part le principe d'égalité et de non-discrimination. Il faut savoir que le travail d'un juriste, on a des faits, on a un cas d'étude qui est ici traitement médicaux, qui est celui de Anne Gabiodi, mais de manière plus générale, traitement médico-normalisateur, et c'est de savoir comment est-ce qu'on va qualifier juridiquement ce fait ou ces faits, et donc comment est-ce qu'on va les rattacher, on va rattacher ces faits à des dispositions ici de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc ici, je vais distinguer entre l'intégrité physique et mentale, pour rappel, protégée par l'article 3 de la Convention et l'article 8 du même texte, et ensuite le principe d'égalité et de non-discrimination, protégé par l'article 14. Et donc, pour qualifier, pour déterminer s'il y a ou non atteinte à l'intégrité physique et mentale, il faut d'abord savoir ce que l'on entend par intégrité physique et mentale. Et pour cela, il faut avoir égard à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que c'est que la jurisprudence? Ce sont l'ensemble des décisions de justice rendues par une juridiction. Ici, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce que nous dit la Cour dans plusieurs de ses arrêts, c'est que en matière médicale, à partir du moment où on impose un traitement médical à minima, sans le consentement du patient, alors là, s'il est adulte et sain d'esprit, il s'agit d'une atteinte à l'intégrité physique et mentale de l'intéressé, du patient. Ça, c'est le principe de base. Si on impose un traitement, mais qu'on n'a pas le consentement, il y a atteinte à l'intégrité physique et mentale. Mais ce principe s'applique ici pour les adultes sains d'esprit. Qu'en est-il pour les enfants mineurs, pour les patients mineurs? Ce qui est tout à fait pertinent ici, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, les traitements médico-normalisateurs sont infligés aux enfants mineurs, dans la grande majorité des cas. Et bien, dans ce cas-là, les principes sont transposables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer un traitement médical sans le consentement de l'enfant, mais
alors de l'enfant, vu que l'enfant n'est pas encore doué de discernement, ce que nous dit la Cour, c'est que c'est d'abord aux parents, aux titulaires de l'autorité parentale, qu'il appartient de consentir. Et donc, ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui vont consentir à un traitement médical. Il y a toutefois une garantie que la Cour ajoute et que vous avez ici à l'écran, c'est que lorsque on a des intérêts qui sont contradictoires, lorsque les intérêts des parents, des titulaires de l'autorité parentale s'opposent aux intérêts de l'enfant, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit prévaloir. Et donc, les parents ne pourraient pas, par exemple, faire prévaloir leur propre conception sur celle de l'enfant. C'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et donc ici, pour les adultes, on a l'exigence d'un consentement. Alors, le consentement doit être préalable, libre et éclairé, ce qui caractérise l'autonomie corporelle. Et puis, pour les enfants mineurs, on a l'exigence d'un consentement via les titulaires de l'autorité parentale, donc les parents. Ce consentement doit aussi être préalable, libre et éclairé, mais on a une garantie supplémentaire avec le fait que l'intérêt de l'enfant doit toujours primer lorsqu'il y a un conflit entre intérêt de l'enfant et intérêt des parents. Ça, c'est ce qu'il y a lieu d'entendre par intégrité physique et mentale. Il y a une deuxième exigence en matière d'intégrité physique et mentale. Donc ici, vous avez l'exigence en matière de consentement. Puis vous avez l'exigence d'une nécessité thérapeutique. Et cette exigence, elle a été aussi posée par la Cour européenne des droits de l'homme dans certaines de ses décisions. Et elle considère que pour ne pas avoir d'atteinte à l'intégrité physique et mentale d'une personne, d'un patient, il faut qu'il y ait une nécessité thérapeutique au traitement. Toutefois, la jurisprudence de la Cour, ça je ne l'ai pas mis dans les slides, est fixée en ce sens que ce qui prime entre le consentement et la nécessité thérapeutique, c'est le consentement. Le consentement, c'est une exigence que moi j'appelle primaire. C'est celle qui va primer sur l'exigence de la nécessité thérapeutique. L'exigence de la nécessité thérapeutique, elle, est secondaire, elle vient ensuite. Donc, c'est-à-dire qu'elle vient après le consentement. Une fois qu'on a le consentement, on se pose la question de savoir, tiens, est-ce qu'il y a ou non nécessité médicale à intervenir? Donc, deux exigences, consentement, nécessité thérapeutique. La première, elle est primaire, la seconde est secondaire. Et que se passe-t-il lorsqu'on applique ces exigences aux traitements médicaux normalisateurs et donc à ce qu'a subi Anne à l'époque? Eh bien, on se rend compte que l'exigence du consentement, elle n'est dans la grande majorité des cas pas respectée pour les personnes intersexuées et particulièrement pour les enfants mineurs intersexués. Pourquoi? Parce que soit les parents consentent, mais leur consentement est vicié ou n'est pas suffisamment éclairé. C'est le cas ici de Anne. Dans le cas que je vous ai expliqué, je vous rappelle que les parents ont consenti, mais ils n'avaient pas suffisamment d'informations. Et on peut même considérer que leur consentement est vicié. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contraints à l'époque par les normes sociales, mais aussi les normes médicales. Deuxième motif, c'est que le consentement, parfois, des parents n'est même pas sollicité. Le consentement, dans ce cas-là, n'est même pas préalable. Et donc là, ça pose réellement question. Et ici, je vous ai mis à l'écran un sondage qui avait été réalisé par l'Agence européenne des droits fondamentaux, je vais y arriver, l'Agence européenne des droits fondamentaux, dans son récent rapport qu'elle a publié en 2020, et qui nous montre vraiment que sur l'ensemble des personnes intersexuées qui ont été interrogées, 62% ont subi des chirurgies correctives sans pour autant qu'elles ni leurs parents aient consenti à de telles chirurgies. Pour les traitements hormonaux, c'est 49%, et pour les autres types de traitements, c'est 47%. Et donc ici, on voit déjà qu'il y a une difficulté par rapport à l'exigence du consentement, qui, je vous le rappelle, est une exigence primaire. Si l'exigence primaire n'est pas satisfaite, en principe, on ne devrait même pas examiner l'exigence de nécessité thérapeutique. Ce n'est pas nécessaire. On ne devrait même pas aller plus loin. Sauf qu'aujourd'hui, la difficulté qu'il y a, c'est que les médecins justifient justement l'administration des traitements médicaux normalisateurs par une nécessité thérapeutique. Et donc, il faut déconstruire et démontrer que cette nécessité thérapeutique, elle est absente. Et je vais vous démontrer comment. Quand on parle de nécessité thérapeutique, la nécessité thérapeutique, il y a deux, je dirais, branches. Une première branche qui est l'idée de poursuivre un objectif qui doit être thérapeutique.
un objectif médical, et une seconde branche qui est de dire, tiens, on doit avoir une nécessité. Autrement dit, il faut que ce soit nécessaire, qu'on ne puisse pas recourir à d'autres types de traitements moins invasifs. S'agissant ici du but poursuivi par les traitements médicaux normalisateurs, on se rend compte qu'il est cosmétique. C'est un but qui est cosmétique et qui ne vise qu'à satisfaire ce que j'ai appelé la bi-hétéro-cis-normativité. Je vais y revenir après. Mais comment est-ce qu'on se rend compte, on réalise en fait que ces traitements médicaux normalisateurs ont un objectif qui est cosmétique? Eh bien parce que nos chers médecins le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes dans des articles qu'ils publient. Et ici, je vous ai reproduit un article qui a été publié en 2012, donc il y a un certain temps déjà. Mais les justifications restent encore valables aujourd'hui. Et on voit vraiment que, donc c'est un article en anglais, mais on voit vraiment que ici, on vous dit que les traitements médicaux normalisateurs visent à améliorer l'apparence cosmétique des organes génitaux, de permettre une interaction sexuée de type pénis-vagin, mais aussi d'éviter qu'une personne, notamment de sexe mâle, urine assis. Donc, ça va permettre aux personnes de sexe mâle d'uriner debout. On vous dit aussi que la clitoroplastie, je vais y arriver, donc c'est le fait, ici la clitoroplastie, c'est le fait c'est une chirurgie corrective du clitoris. Elle est également une procédure qui est cosmétique, et c'est pour maintenir une apparence féminine, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Et donc ici, déconstruire le discours des médecins, en fait, c'est une stratégie qui consiste à utiliser ce que disent les médecins eux-mêmes, parce qu'ils reconnaissent eux-mêmes dans des articles qu'ils publient que l'objectif n'est pas médical, mais qu'il est cosmétique, et qu'il vise donc à satisfaire la bi-hétéro-cis-normativité. Et qu'est-ce que j'entends par bi-hétéro-cis-normativité? C'est le fait que les traitements médicaux normalisateurs, ils se situent au confluent du genre, donc de la binarité présumée du sexe et du genre, de l'hétéronormativité et de la cisnormativité. L'hétéronormativité, c'est le fait que l'hétérosexualité, c'est la norme. La cisnormativité, c'est le fait d'être une personne cisgenre, c'est la norme. D'où l'utilisation de bi-hétéro-cisnormativité. Et c'est illustré par certains auteurs, plutôt auteurs qui ont publié un rapport, je pense, en 2014, relatif au droit aux enfants à la biomédecine, et ces auteurs nous disent clairement que, en fait, les traitements médicaux normalisateurs, ils traduisent une présomption selon laquelle tout individu ressent, se comporte, s'identifie à des situations associées communément avec une personne typique ou normale de sexe femelle ou de sexe mâle. Donc, autrement dit, la binarité présumée du sexe et du genre, aussi présumée être cisgenre et ou hétérosexuel. Autrement dit, tout ça renvoie à des stéréotypes que l'on a, que la société a, que la collectivité a, que la collectivité partage et qui se reflètent dans les actes que posent les médecins au quotidien et plus particulièrement sur le corps des personnes intersexuées. Alors, ici, je vous ai parlé de la première branche, nécessité thérapeutique, donc l'absence d'objectif médical. Il y a une seconde branche, comme je vous l'ai dit, le fait qu'on doit montrer, prouver que c'est nécessaire, qu'il n'y a pas d'autre alternative. En réalité, de nouveau, si on déconstruit, on prend le discours des médecins, on se rend compte que les médecins eux-mêmes disent qu'il n'y a pas suffisamment de données. Il n'y a pas suffisamment de données sur la nécessité de pratiquer les chirurgies correctives, les traitements médicaux normalisateurs. Et là, vous avez aussi un extrait que je vous mets sur le PowerPoint, sur le slide, et qui nous dit clairement que les données ne sont pas suffisantes, qu'il n'y a toujours pas d'attitude commune parmi en fait les différents médecins, les différentes parties prenantes d'un point de vue médical, quant au timing, à la procédure, à l'évaluation, etc., de ces traitements médicaux normalisateurs, etc., etc. Donc du coup, de nouveau, ici, c'est déconstruire en utilisant ce que les médecins nous disent. Et autre chose importante, c'est que, et là-dessus, j'aimerais quand même insister, les variations que présentent les personnes intersexuées, ce sont des variations qui sont naturelles, des variations qui sont biologiques. Elles résultent d'un processus biologique qui se fait en général avant la naissance. Je l'ai illustré dans mon travail de fin d'études. Donc, pour celles et ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller consulter ce travail dans une annexe. J'explique un petit peu le développement en fait sexué et je montre vraiment que c'est un processus qui est tout à fait naturel, biologique, surtout, et là, dans mon travail de fin d'études, je me concentrais sur l'insensibilité partielle aux androgènes, mais c'est valable pour la plupart des
variation des caractéristiques sexuées. Je dis la plupart, puisqu'il y a certaines variations des caractéristiques sexuées qui nécessitent une intervention médicale lorsque forcément elles portent atteinte à la vie de l'individu. Par exemple, lorsque il n'y a pas d'urètre pour uriner. Dans ce cas-là, forcément, il faut intervenir, sinon la personne ne sait pas uriner proprement et évacuer les déchets qu'elle génère. Conclusion par rapport au traitement médico-normalisateur vis-à-vis de tout ce que je viens de vous dire, c'est que les traitements médico-normalisateurs, il y a à la fois une absence de consentement préalable libre et éclairé, l'exigence primaire n'est pas satisfaite, mais si on pousse le raisonnement plus loin, il n'y a pas non plus de nécessité thérapeutique, donc pas d'exigence secondaire. Il en résulte une violation de l'autonomie corporelle des personnes intersexuées et par conséquent, vu que l'autonomie corporelle, l'intégrité physique et mentale est protégée par les articles 3 et 8, une violation de ces dispositions. La Belgique est donc susceptible d'engager sa responsabilité internationale. Alors, il y a une chose que je ne vais pas développer ici, que j'ai développée dans mon travail de fin d'études. On peut même aller plus loin et qualifier en fait les traitements médico-normalisateurs de mauvais traitements et de traitements inhumains et dégradants, voire d'actes de torture. Alors, ça peut paraître assez osé comme qualification, mais c'est une qualification à laquelle a recouru Juan Méndez, qui est le rapporteur spécial sur la torture des Nations Unies, mais aussi à laquelle a recouru, je sais pas comment elle s'appelle, je pense Tamar Matisse, qui est donc une chercheuse aux États-Unis et qui a démontré vraiment qu'on pouvait recourir à la qualification de torture pour certains traitements médico-normalisateurs, pas tous, et que donc du coup, ça ajoutait ici une dimension prise de conscience collective. En fait, lorsque l'on qualifie d'acte de torture, ça a toujours une dimension waouh, donc c'est une dimension prise de conscience collective, mais c'est aussi ajouter une connotation émotionnelle assez particulière, propre à des traitements qui portent gravement atteinte à l'intégrité physique et mentale des personnes intersexuées. Donc, si vous avez des questions, je peux répondre à ces questions dans la séance questions-réponses qui va suivre, mais sinon, je vous renvoie à mon travail de fin d'études, mais aussi à l'article que j'ai rédigé sur la base de ce travail de fin d'études, puisque je démontre également qu'on peut qualifier dans certains cas des traitements médicaux normalisateurs d'actes de torture. Qu'en est-il maintenant du principe d'égalité de non-discrimination, puisque ici, on a vu qu'il y avait une atteinte à l'intégrité physique et mentale. Maintenant, rapidement, sur le principe d'égalité et de non-discrimination, et puis j'ai bientôt fini. Principe d'égalité et de non-discrimination qui est protégé par l'article 14 de la Convention, qui, pour rappel, est une clause de non-discrimination. Et qu'est-ce que l'on entend par clause de non-discrimination? De nouveau, il faut aller voir ce que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme, qui interprète, je vous le rappelle, applique la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme? Mais que ce que protège en fait la clause de non-discrimination, c'est plutôt ce que interdit la clause de non-discrimination, c'est une différence de traitement discriminatoire. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par différence de traitement? C'est deux catégories de personnes qui sont placées dans des situations identiques ou comparables, mais que l'on va traiter de manière différente sur la base d'un motif prohibé, d'un motif de discrimination qui est prohibé. Et ce motif peut être, par exemple, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, etc. Ceci étant, une différence de traitement, elle est discriminatoire uniquement si elle n'est pas susceptible de justification irraisonnable. Donc, on peut très bien avoir une différence de traitement entre deux catégories de personnes sur la base d'un motif qui est prohibé, mais à partir du moment où c'est susceptible de justification irraisonnable, c'est bon. Et l'État ne méconnaît pas l'article 14 de la Convention. Si on applique ce que je viens de vous dire au traitement médico-normalisateur, on se rend compte qu'ici, il y a une différence de traitement entre les personnes intersexuées et les personnes diadiques. Alors, les personnes diadiques, terminologie, sont des personnes qui ne présentent pas de variation de leurs caractéristiques sexuées. Donc, il y a une différence de traitement entre les personnes intersexuées et les personnes diadiques, alors que ces deux catégories de personnes sont dans des situations qui sont identiques, ou à tout le moins comparables. Pourquoi est-ce qu'elles sont dans des situations identiques ou à tout le moins comparables? Parce que, je l'ai illustré, je vous l'ai montré avant, il n'y a pas de nécessité thérapeutique, il n'y a pas d'objectif médical ici à ces traitements médico-normalisateurs. Et donc, les variations que présente la personne intersexuée, elles sont naturelles, elles résultent d'un processus biologique. Et donc, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il faudrait les différencier des personnes diadiques.
Et donc ici, il y a une différence de traitement entre deux catégories de personnes qui se trouvent dans des situations comparables. Différence de traitement qui est fondée sur un motif, qui est celui des caractéristiques sexuées. Alors ici, on peut débattre, mais pas le temps de le faire ici, sur la question de savoir si caractéristiques sexuées est le motif le plus approprié. Pourquoi ne pas choisir le sexe, par exemple? Pourquoi ne pas inclure les caractéristiques sexuées dans le sexe étant déjà protégé, enfin, peu importe. Et donc, du coup, il y a tout un débat qui se noue autour de ces questions-là qui sont assez intéressantes et sur lesquelles je reviens un petit peu dans mon travail de fin d'études, mais aussi dans ce projet d'article. Mais ici, voilà, je n'ai pas le temps de développer tout cela. Donc, le motif de discrimination, ce sont les caractéristiques sexuées. Et alors, ce qui est surtout important ici, c'est qu'on a une différence de traitement entre personnes intersexuées et personnes diadiques sur la base des caractéristiques sexuées. La Cour nous dit qu'on peut justifier, donc ce n'est pas discriminatoire parce qu'on peut justifier, sauf qu'ici, en réalité, il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de justification. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, les traitements médico-normalisateurs se fondent sur des stéréotypes. La justification des traitements médico-normalisateurs, ce sont des stéréotypes. C'est la bi-hétéro-cisnormativité. J'ai oublié le 6 dans le slide. Bi-hétéro-cisnormativité. Et donc, si on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qu'elle nous dit, c'est que les justifications qui pourraient être apportées par les États et qui se fondent sur des stéréotypes, elles ne peuvent en soi, et c'est important, en soi, passer pour suffisantes. Et donc, tout ce qui est lié en réalité aux stéréotypes, aux préjugés, par exemple, rôle de la femme et de l'homme dans la collectivité, par exemple, une minorité ethnique comme les Roms, par exemple, les préjugés que pourrait avoir une majorité hétérosexuelle sur une minorité, je vais y arriver, homosexuelle, tout ça, ce sont des stéréotypes, mais ce ne sont pas des justifications qui peuvent passer pour suffisantes. La Cour nous disant qu'il y a plusieurs caractéristiques qui font une démocratie, elle le rappelle à plusieurs reprises dans sa jurisprudence, c'est la tolérance, le respect et l'esprit d'ouverture. Et donc, pour ce motif, tout ce qui est lié à des stéréotypes ne peut servir de justification, c'est balayé d'un revers de main par la Cour. Et donc, ici, il est fort à parier que si demain la Cour est saisie, eh bien, elle balayera les justifications qui sont liées à des stéréotypes et par lesquelles on vous dit, tiens, ici on opère parce que on veut éviter des stigmas socioculturels, mais que ces stigmas sont eux-mêmes liés à des stéréotypes liés à la binarité du sexe et du genre et à la manière dont on conçoit le sexe et le genre. Et donc, on peut en déduire, on peut démontrer ici une violation de l'article 14 de la Convention qui, pour rappel, interdit toute forme de discrimination. Conclusion sur la base de ce qui précède et au regard de ce que je viens de vous expliquer, c'est que les traitements médico-normalisateurs, ils constituent une atteinte discriminatoire à l'intégrité physique et mentale des personnes intersexuées, à leur autonomie corporelle. Et dans certains cas, je l'ai expliqué très brièvement, ils peuvent être qualifiés de mauvais traitements, voire d'actes de torture. Donc, on peut vraiment aller loin dans la qualification qui peut avoir une incidence sur donc la connotation émotionnelle qu'on va donner à ce type d'acte, mais aussi sur la visibilité de l'interdiction et des traitements médico-normalisateurs. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut insister, c'est que il y a, donc ça je vous l'ai déjà dit, des traitements médico-normalisateurs qui sont bien évidemment nécessaires d'un point de vue médical, et c'est ce que j'appelle les cas d'urgence médicale. Un cas d'urgence médicale qu'il faut bien évidemment circonscrire pour éviter les dérives. Cas d'urgence médicale, je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà donné un exemple, c'est l'absence d'urètre, ou en tout cas, plutôt le fait qu'il n'y ait pas de méa sur le pénis. Dans ce cas-là, il y a une urgence à opérer parce que la personne, l'enfant, ne pourra pas uriner. Conclusion de tout cela, c'est que la Belgique elle est susceptible d'engager sa responsabilité internationale, atteinte à l'intégrité physique et mentale, atteinte à la clause de non-discrimination. Quelle est la solution qu'on dégage généralement dans ce cas-là? Comment est-ce que la Belgique pourrait éviter d'engager sa responsabilité internationale à l'avenir? Eh bien, c'est en établissant un cadre législatif. Un cadre législatif qui, justement, imposerait aux médecins de postposer, de différer les traitements médico-normalisateurs jusqu'à ce que l'enfant puisse lui-même consentir à ce type de traitement. Et donc, c'est interdire jusqu'à ce que l'enfant puisse être capable de consentir. Et là, on s'aligne sur la position qui est défendue par les associations intersexuées, dont notamment OII Europe. Alors, dernière petite chose,
et puis j'en aurai presque terminé, promis. Je sais que je prends beaucoup de temps. Dernière petite chose, parce que c'est quand même important, c'est cette fameuse tendance internationale qui existe aujourd'hui, puisqu'on a donc, je vous l'ai démontré, un cadre juridique au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme qui est potentiellement protecteur, puisque la Cour n'a pas encore été saisie, ou absolument aujourd'hui elle est saisie, mais ne s'est pas encore prononcée. Ça bouge ailleurs qu'au sein de la Cour européenne des droits de l'homme, ou en tout cas au sein du cadre posé par la Convention européenne des droits de l'homme, et ça bouge à plusieurs niveaux, puisqu'on a plusieurs acteurs internationaux qui n'hésitent pas à se mobiliser. Et ici, je vous ai mis sur les slides différents acteurs internationaux qui se sont mobilisés assez récemment. Vous avez l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a adopté une résolution. Alors, une résolution, on vient toujours de dire que ça n'a pas de valeur juridique contraignante, mais c'est plutôt les effets qui sont intéressants ici de voir, puisque ça a toujours des effets en droit, une résolution. Donc, théoriquement, ce n'est pas juridiquement contraignant, mais en pratique, ça peut le devenir. En tout cas, ça peut être intéressant de voir comment les États ou les assos, ou en tout cas, de manière générale, la collectivité utilise ces résolutions. Et donc, ici, on a une résolution de l'Assemblée parlementaire qui sollicite auprès des États membres du Conseil de l'Europe, dont la Belgique, d'interdire les chirurgies correctives de normalisation sexuelle sans nécessité médicale. On a une autre résolution adoptée par le Parlement européen, cette fois au niveau de l'Union européenne, à ne pas confondre avec le Conseil de l'Europe, qui condamne fermement les traitements et la chirurgie de normalisation sexuelle. Et puis, chose très intéressante, c'est qu'au niveau international, au niveau de l'ONU, que vous connaissez peut-être, on a des comités onusiens qui sont chargés d'assurer l'application, l'interprétation, le respect de conventions internationales. Et nous avons notamment des observations finales. Donc, ces comités onusiens se chargent de vérifier que les États respectent bien les obligations prescrites par ces conventions à travers des observations finales. Aujourd'hui, à ce jour, on a près de 50 observations finales dans lesquelles les comités onusiens nous disent qu'ils soutiennent qu'ils sont sérieusement préoccupés par les traitements médico-normalisateurs imposés aux personnes intersexuées. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils élèvent ces traitements au titre de pratiques préjudiciables, de harmful practices. Autrement dit, ils élèvent les traitements médico-normalisateurs ils les mettent au même niveau que les mutilations génitales féminines, qui sont également considérées comme étant des pratiques préjudiciables par les comités onusiens. Il faut savoir que selon certains auteurs, le fait pour un comité de se dire sérieusement préoccupé équivaut à une forme de condamnation dans le chef de l'État. Chose intéressante, c'est qu'à ce jour, à l'encontre de la Belgique, il y a 2 réprimandes qui ont été prononcées, qui ont été publiées par le Comité des droits de l'enfant et le Comité des droits de l'homme en 2019. 2 réprimandes qui ne sont pas encore suivies d'effet aujourd'hui en Belgique. Donc, intéressant de voir ces différents acteurs internationaux qui se mobilisent parce que ce n'est pas, en tout cas, ça vous permet d'avoir un cadre qui vous montre qu'ailleurs, les choses bougent, même si au niveau national, on a des freins qui ne nous permettent pas d'avancer. Quid maintenant, justement, de ce niveau national et des États ici européens, puisque on a le cadre international, mais on a aussi le cadre national qui peut être intéressant. Et là, je vous ai déjà montré en début, donc dans le cadre du début de ma présentation, une map réalisée par ILGA Europe, dans laquelle je vous disais, tiens, on a Malte et le Portugal qui interdisent expressément les traitements médicaux normalisateurs. Malte, c'est un peu le golden standard, puisque, alors, il y a des améliorations bien sûr à avoir, mais c'est la législation la plus protectrice qui à ce jour a été adoptée à travers le monde, ce qui peut paraître paradoxal par rapport à d'autres positionnements que Malte peut avoir, notamment sur l'avortement ou d'autres questions liées notamment à l'orientation sexuelle. Et puis, on a le Portugal. Le Portugal, attention parce que le Portugal, ce sont 2 dispositions, mais qui ne sont pas suffisamment protectrices, selon les associations intersexuées, mais aussi d'autres auteurs. Je vous les ai mises ici. Alors, dans la presse cet été, on a parlé de l'Albanie. On nous a dit, tiens, l'Albanie, on se félicite parce que l'Albanie a interdit explicitement les traitements médico-normalisateurs. Attention, une chose importante, qui a un regard critique. En Albanie, il n'y a pas en tant que tel de loi qui a été adoptée, pas de législation, mais il y a un protocole médical qui a été adopté par le ministère de la Santé et qui
protocole médical n'interdit pas explicitement, voire même parfois autorise, selon ce qu'on lit sur, je n'ai plus le mot en français, les press releases des associations intersexuées, parfois autorisent donc ces traitements médicaux normalisateurs, les chirurgies correctives, les traitements hormonaux. Et donc, avoir un regard critique, ne pas toujours se fier à ce que dit la presse ou en tout cas les médias, aller voir sur le site des associations intersexuées, c'est important pour bien cerner la question et bien cerner ce dont il est réellement question ici. Ici, on a un protocole qui, lui, permet certaines avancées, mais qui n'est pas du tout satisfaisant, d'autant plus qu'il s'agit de nouveau d'un protocole médical. Alors, quelle perspective en Belgique pour l'avenir et pour la suite? Et j'en aurais terminé par là. Quelle perspective en Belgique pour l'avenir et pour la suite? Ce que vous devez savoir, c'est qu'en Belgique, il y a 2 propositions de résolution qui ont été déposées par le groupe PS et le groupe Écolo à la Chambre des représentants au niveau fédéral. Une proposition qui vise à reconnaître un droit à l'intégrité physique des mineurs intersexués. Une autre qui est un peu plus ambitieuse et qui vise à établir un cadre juridique en vue de garantir la protection des droits fondamentaux des personnes intersexuées. Ces propositions de résolution sont actuellement en discussion à la Chambre des représentants et le 26 janvier 2021, la première proposition de résolution donc déposée par le groupe PS a été adoptée en commission santé publique et égalité de la Chambre des représentants. Attention, elle n'est pas encore adoptée en séance plénière. Donc, elle a été uniquement adoptée en commission santé publique, c'est-à-dire que l'ensemble des députés n'ont pas encore voté sur le texte en lui-même. Ça devrait venir dans les semaines à venir. Donc, on peut se réjouir d'avoir une résolution qui invite explicitement le gouvernement, donc les parlementaires, les représentants de la nation, invite explicitement le gouvernement à prendre des mesures visant à protéger l'intégrité physique des mineurs intersexués et à lutter contre les traitements médicaux normalisateurs. De fait, la seconde proposition de résolution est devenue sans objet, puisqu'elle était liée à la première. Autre élément intéressant, c'est qu'on a un engagement non équivoque très clair de la secrétaire d'État à l'égalité des genres, à l'égalité des chances et à la diversité, donc Sarah Schlitz, qui nous dit dans son exposé d'orientation politique qu'elle a tenu devant les députés de la Chambre des représentants au mois de novembre 2020, qu'elle adoptera les législations nécessaires à la protection des droits des personnes et des enfants intersexes en s'appuyant sur la résolution qui sera adoptée par le Parlement européen, je commençais à être fatigué, par le Parlement fédéral, voilà, je vais y arriver, par le Parlement fédéral, et donc chose qui sera bientôt faite au niveau du Parlement fédéral, et donc ça permettra d'insuffler un nouveau mouvement et de permettre à la secrétaire d'État de peut-être déposer un projet de loi, ou en tout cas d'inciter les parlementaires à déposer une proposition de loi visant ici à véritablement établir un cadre juridique contraignant, interdisant les traitements médicaux normalisateurs. La difficulté, je rebondis sur la résolution, de nouveau c'est une résolution, donc il n'est pas contraignant d'un point de vue juridique, et donc le gouvernement est toujours libre ou non de la suivre, avec un projet de loi, une proposition de loi, une loi, autrement dit, une norme législative, le gouvernement là est tenu. Et donc, il est obligé par cette loi. Et donc, tout l'intérêt ici de faire du lobbying auprès de la secrétaire d'État pour qu'elle dépose un projet de loi en ce sens. Dernière petite chose, avec l'Equality Law Clinic de l'ULB, donc qui est une clinique juridique, l'une des cliniques juridiques de l'Université libre de Bruxelles en fac de droit, nous avons déposé conjointement avec le Human Rights Center de Gand une tierce intervention dans l'affaire GAC contre France, dont je vous ai parlé avant s'agissant des marqueurs de sexe et de genre. Et nous sommes en train de rédiger une seconde tierce intervention dans le cadre de l'affaire M contre France, cette fois qui concerne les traitements médicaux normalisateurs. Alors, les tierces interventions, elles permettent simplement à des entités tierces, donc ici on n'est pas partie à la procédure, mais simplement ça nous permet de faire coucou auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et d'apporter une expertise en la matière, d'apporter notre expertise en la matière, d'apporter des pistes de réflexion, des éclaircissements auprès de la juridiction qui est saisie auprès ici de la Cour européenne des droits de l'homme, et donc de potentiellement insister ici sur le fait que les traitements médicaux normalisateurs, dans le cas de l'affaire M contre France, portent atteinte à des garanties, des dispositions qui sont consacrées par la Convention européenne des droits de l'homme. Si vous avez des questions sur ça, on peut en parler lors de la séance questions-réponses, évidemment.
Dernière chose, c'est ce fameux arrêt 99-2019 de la Cour constitutionnelle relatif aux marqueurs de sexe et de genre par rapport donc ici aux personnes dont l'identité de genre est non-binaire ou fluide. Alors, c'est pas lié en tant que tel à la thématique des personnes intersexuées, c'est plus lié ici aux marqueurs de sexe et ou de genre, mais je voulais quand même le mentionner parce que c'est une perspective pour l'avenir, puisque la Cour constitutionnelle ici a considéré qu'il y avait une lacune dans la législation belge et elle a invité le législateur belge à prendre position sur cette lacune par rapport aux marqueurs de sexe et ou de genre, puisque vous le savez, sur la carte d'identité, les documents d'identité, vous avez MF, mais vous avez toute une catégorie de personnes, toute une série de personnes qui ne se retrouvent pas ou ne s'identifient pas à M ou à F. Elles s'identifient à autre chose. Et donc, ici, ça leur permet d'avoir une certaine reconnaissance dans les documents, dans l'enregistrement du genre ici, d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique. Et c'est le cas surtout pour les personnes dont l'identité de genre est non-binaire ou fluide. Et là, la Cour nous a dit, vous ne prévoyez rien d'autre, il y a une lacune. Et donc, vous devez faire quelque chose. Soit vous prévoyez une fameuse troisième case, soit vous supprimez cette mention marqueur de sexe et de genre, MF, sur les documents d'identité. Et à ce sujet-là, l'Equality Law Clinic, dont je fais partie, a publié récemment un rapport commandé par, sollicité voilà, par l'Institut Égalité des femmes et des hommes, qui est disponible en ligne. Et donc ça, vous pouvez les taper dans Google pour avoir accès à ce rapport. Mais donc c'est une belle perspective pour l'avenir. On a eu des déclarations politiques en ce sens assez récemment du ministre de la Justice et de la secrétaire d'État, nous disant, voilà, peut-être qu'on ajouterait une troisième case, peut-être pas. Nous, notre position est de dire, avant de poser ce débat politique, ayons un débat entre pairs, impliquons toutes les parties prenantes et évitons de juste avoir un débat politique où au final les choses vont aller très vite et on risque d'adopter une troisième case là où en réalité ce n'est pas peut-être la meilleure des options. Voilà pour donc ces perspectives, voilà pour une présentation en 1h48, désolé pour le retard, de mon travail de fin d'études, mais aussi du coup de cet article qui sera bientôt apparaître dans la revue illégale de la faculté de droit de criminologie. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Mon adresse mail s'affiche sur le PowerPoint. Je vous laisse avec 2 citations que je trouve très parlantes, très intéressantes, très pertinentes et que j'avais notamment utilisées dans le cadre de mon travail de fin d'études en guise d'introduction. J'espère que ne pas avoir été trop long, avoir été quand même un minimum interactif à travers un écran, ce n'est pas évident. Et je vous souhaite une bonne soirée